Satou est un pauvre type qui tombe amoureux d'une princesse magique d'un autre monde. Mais tout change quand son baiser fait de lui un héros surpuissant, mais il doit continuer à la sauter pour devenir le plus fort. L'histoire commence avec Satou chassant les insectes la nuit comme tout garçon normal jusqu'à ce qu'un portail géant s'ouvre devant lui. Une fille nommée Hime en sort avec son grand-père, Alabaster, alors bien sûr il se précipite pour voir ça de plus près. Après s'être présentée, Hime demande à Satou de garder le secret et en échange, elle deviendra sa meilleure amie canon. 10 ans plus tard, Satou se réveille et voit Hime, qui vient de s'introduire chez lui pour lui apporter son petit déjeuner. Il a failli lui offrir sa trique du matin en échange, mais il est trop timide pour oser, alors il contemple son beau visage pendant qu'elle parle du dernier jour d'école. Quelques minutes plus tard, ils vont à l'école, et pendant qu'elle jacasse, Satou fixe les bagues sur ses seins. Il y a de cela plusieurs années, Hime avait dit que cette bague était destinée à la personne spéciale qu'elle épouserait un jour, et elle lui a demandé s'il aimerait l'épouser, c'est à ce moment précis qu'il est tombé amoureux d'elle. Aujourd'hui, elle a oublié, mais Satou s'en souvient encore et aimerait lui avouer ses sentiments. Plus tard, Satou reçoit un message d'Hime pour aller voir un feu d'artifice, et il pense qu'elle lui donne enfin le feu vert pour un rendez-vous. Au coucher du soleil, il court au festival et est surpris de la voir en yukata, alors il arrive à lui faire un compliment avant d'aller voir les stands. Après avoir tout vu, Hime l'emmène dans un coin tranquille pour le feu d'artifice, alors Satou décide enfin de lui déclarer sa flamme. Mais avant qu'il ne dise un mot, Hime annonce qu'elle retourne dans le pays de son grand-père, ce qui brise le cœur de Satou et le laisse sans voix. De retour chez eux, il essaie de la faire changer d'avis, mais Hime le remercie juste pour tous leurs beaux moments avant de rentrer. Plus tard cette nuit-là, Satou est dans sa chambre, n'acceptant toujours pas le départ d'Hime, quand un portail s'ouvre soudain dans la forêt. Reconnaissant le même portail que le soir de leur rencontre, il court pour empêcher Hime de partir. Malheureusement, elle dit qu'elle doit le faire pour accomplir son devoir de princesse. Après qu'elle soit entrée dans le portail, Satou hésite, mais ses sentiments l'emportent, alors il abandonne tout et décide de sauter aussi. L'instant d'après, il est dans une salle de mariage, voyant Hime sur le point d'épouser un prince. Alors que tout le monde se demande qui est ce paysan miteux, un monstre sombre apparaît. Alabaster essaie de l'arrêter, mais il se fait assommer. Tout le monde dit alors à Hime de donner sa bague au prince pour qu'il les sauve. Cependant, elle embrasse soudainement Satou, et toute la chapelle est envahie de lumière, alors que Satou reçoit la bague à la place. Sans perdre de temps, le prince Mars lance son épée à Satou, et elle s'illumine d'une puissance immense. Bien que confus, Satou l'utilise pour éliminer le monstre, mais il s'évanouit juste après. Bien plus tard, Satou se réveille et voit Hime qui explique qu'elle est la princesse de ce pays et que son baiser était pour le futur roi et héros. Elle n'a jamais voulu épouser un prince inconnu, c'est pourquoi elle l'a embrassé, mais maintenant Satou doit se battre pour leur royaume en tant que héros. Satou accepte, alors elle l'emmène voir les nobles du pays, mais ils sont tous contre la décision de Hime de choisir un étrange paysan plutôt que le prince Mars. Étonnamment, Mars les soutient, alors Alabaster emmène Satou et Hime saluer la nation en tant que nouveaux rois et reines. Ensuite, Satou tente de se vider l'esprit avec un bain chaud, mais Hime le rejoint avec son minou royal totalement exposé. Elle s'excuse ensuite de l'avoir entraîné là-dedans, mais Satou l'arrête et dit qu'il se battrait volontiers pour protéger son pays, même s'il doit tout abandonner derrière lui. Cela fait rougir Hime, alors elle demande s'il l'aime vraiment autant, mais cet idiot fini dit qu'il tient à elle comme à une amie chère, pour éviter d'avoir l'air désespéré. Juste après, le château est attaqué par d'autres monstres sombres, alors ils sortent tous les deux et on dit à Satou de se battre à nouveau. Cette fois, Hime les arrête, car Satou ne connaît rien au combat, mais Alabaster dit que c'est désormais son devoir en tant que porteur de l'anneau. Sur ce, Satou prend une hache et dit à Hime qu'il se battra volontiers pour son monde. Elle l'embrasse ensuite pour augmenter le pouvoir de l'anneau. Peu après, une fille du coin est sur le point d'être dévorée, mais Satou la sauve et se demande pourquoi il ne s'est pas évanoui comme la première fois. Alabaster explique alors que le baiser de Hime lui donne plus de force, mais que ça ne durera pas longtemps puisqu'il vient de commencer à utiliser ce pouvoir. À ce moment-là, un chevalier noir apparaît, alors Satou fonce vers lui, pensant que ce sera un autre moment de farm d'aura. Cependant, après s'être fait projeter contre le mur, Alabaster lui dit de courir, alors ils s'échappent tous les deux dans le château. Alors que des monstres les poursuivent, Alabaster utilise sa magie élémentaire pour bloquer leur chemin, mais cela s'avère être une erreur quand le chevalier noir les encercle. Alors qu'ils se préparent tous deux à affronter leur destin, Mars surgit et arrête le chevalier avec des flammes avant de dire à Satou de courir vers un carrosse à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, Hime serre Satou dans ses bras pendant que Mars s'éloigne rapidement du pays. Alabaster explique ensuite que le chevalier noir travaille pour le seigneur de l'abîme et qu'il n'est venu que pour récupérer l'anneau de Satou.
Satou s'inquiète de laisser le royaume derrière lui, mais Alabaster dit qu'il est loin d'être assez fort pour arrêter les forces obscures. Pour y parvenir, il a besoin de plus d'anneaux. Mais après s'être rappelé qu'il avait dû épouser Hime pour obtenir le premier, Satou panique. Alabaster lui dit alors de se réjouir, car il doit séduire 4 autres princesses pour obtenir un pouvoir illimité. Des heures plus tard, ils trouvent un hôtel, et Alabaster propose immédiatement de rester avec Hime pour la protéger, mais elle rejette le vieux dégoûtant pour Satou. Après qu'ils aient tous deux pris une chambre, Hime prétend qu'elle est tout à fait d'accord pour qu'il séduise d'autres princesses, mais il sait qu'elle est déjà jalouse. À ce moment-là, Satou commence à se tortiller comme s'il souffrait, alors Hime lui dit d'enlever sa chemise. Il obéit, pensant qu'elle va lui faire une gâterie 5000. Mais après avoir jeté un coup d'œil à ses ecchymoses, Hime s'en veut pour sa douleur et s'enfuit. Après plusieurs minutes de recherche, Satou tombe sur Mars au balcon et il a heureusement vu Hime passer en courant. Il sait aussi qu'ils ont des problèmes, alors il commence par dire que Satou est courageux d'avoir épousé Hime et d'avoir assumé la responsabilité des anneaux. Après avoir admis qu'il avait un peu peur de faire ce sacrifice, il rappelle à Satou qu'il a littéralement abandonné sa vie pour venir être avec Hime, alors il devrait simplement lui dire. Peu après, Satou retrouve Hime dans un jardin et avoue qu'il est amoureux d'elle et qu'il n'est venu jusqu'ici que pour être avec elle. Cela émeut beaucoup Hime. Elle avoue alors qu'elle l'aime et qu'elle s'en veut, qu'ils doivent risquer sa vie ainsi juste pour être son époux. Il doit aussi fréquenter d'autres princesses, mais Hime ne veut plus fuir son destin tant qu'elle peut l'aimer. Après qu'elle lui a offert son cœur et son corps, ils retournent dans leur chambre, mais Satou panique parce qu'il ne s'attendait vraiment pas à perdre sa virginité si tôt. Hime est aussi un peu nerveuse, mais elle lui assure qu'elle en a envie. L'instant d'après, Satou la pousse sur le lit, mais alors qu'il s'apprête à tâter ses attributs royaux, il a un déclic. Il s'arrête et dit que leur première fois ne peut pas être si banale, car il en rêve depuis 10 ans et tout doit être parfait. Hime est un petit peu effrayé par cette obsession qui dure depuis 10 ans, mais Satou lui promet de la combler quand ils auront enfin l'occasion parfaite de s'unir. En attendant, ils décident de s'embrasser et passent la nuit à résister à leurs pulsions charnelles. Le lendemain, Alabaster apprend leur nuit calme et avoue qu'il a passé la nuit à attendre les cris de Hime. Cependant, il assure que c'est car la romance est nécessaire pour accroître le pouvoir de l'anneau. Après que Mars leur a apporté des capes pour cacher leurs habits, ils partent au royaume des elfes pour l'anneau du vent. Là-bas, une tempête dévoile les dessous de Hime et Alabaster explique que les elfes l'ont créé il y a 50 ans pour s'isoler. Soudain, un ours colossal surgit et Satou a la brillante idée de vouloir le caresser. Sans surprise, l'ours tente de les déchiqueter, mais ils sont tirés dans une grotte tandis que la tempête emporte l'ours. Dans la grotte, Alabaster remercie les elfes de les avoir sauvés et après ces explications, il propose de les mener à Romka. Cependant, ils disent à Satou de ne pas trop espérer car il pourrait ne pas obtenir l'anneau du vent. Peu après, ils sont escortés à la salle du trône et voient la princesse cachée derrière le siège royal. Satou prend l'initiative de se présenter, mais la princesse Nefrite veut surtout savoir ce qu'il a fait avec Hime depuis leur mariage. Alors que Satou stresse, Hime prend les devants en expliquant qu'ils ont besoin de l'anneau pour stopper le roi des abysses. Nefrite demande s'ils se sont embrassés et quand Satou acquiesce, elle court vomir, le laissant perplexe. Ils essaient de comprendre ce qui vient de se passer quand le prince Jade apparaît et se présente. Il ordonne alors l'arrestation de Satou, affirmant que c'est une règle de leur pays pour maintenir l'ordre. Quelques minutes plus tard, Jade revient et dit à Satou de ne pas s'en faire pour Nefrite car elle est parfois immature. Cependant, quand Satou abonde dans son sens, Jade s'emporte violemment contre lui. Il ajoute que Nefrite a besoin de temps pour être prête pour l'amour de Satou et comme les elfes grandissent lentement, il doit rester en cellule 80 ans. Après le départ de Jade, Satou craint pour son sort, mais une beauté au teint hâlé surgit et lui demande s'il utilise les anneaux pour batifoler. Satou dit qu'il ne pense qu'à Hime et à sa sécurité, alors Peridot l'aide à s'évader et le mène au temple où se trouve l'anneau du vent. Cependant, ils entendent soudain quelqu'un approcher et se cachent juste avant que Nefrite n'entre. Alors qu'elle confie aux statues son refus de voir le roi des anneaux, Satou demande à Peridot si les elfes sont toujours aussi délirants. Peridot explique que les statues sont ses parents, les anciens souverains de Romka, qui se sont sacrifiés pour créer le mur de tempête. À ce moment-là, Nefrite les entend. Alors Satou tente de la distraire avec des cris d'oiseaux, mais Peridot s'irrite de sa voix et lui dit de la fermer. Quand Nefrite leur ordonne de sortir, Satou s'exécute et tente de s'expliquer, mais elle s'évanouit. Pendant que Peridot les emmène chez elle, Jade apprend la disparition soudaine de Nefrite, alors il se met à sa recherche. À ce stade, Peridot vient de dire à Satou qu'il doit gagner la confiance de Nefrite car il a besoin du pouvoir de l'anneau pour sauver leur nation et le reste du monde. Après son départ, Nefrite se réveille et panique à nouveau.
Il promet donc de lui laisser de l'espace, mais elle l'asperge de vomi. Pendant ce temps, Jade vient de voir la cellule vide de Satou, et alors que sa rage augmente, Peridot surgit et lui annonce que Nefrite s'est déjà enfui avec Satou. Jade refuse d'y croire et dit que Nefrite ne le quitterait jamais, mais Peridot insiste sur la vérité et lui dit d'oublier ses fantasmes de sœur glauque qu'il avait prévus pour elle. Cela anéantit Jade, mais après que Peridot a dit qu'il n'avait jamais vraiment eu l'intérêt du pays à cœur, Jade déclare que Nefrite n'a pas à hériter de l'anneau et à devenir la femme de Satou. Alors qu'il décide d'aller fouiller chez elle, Nefrite s'excuse auprès de Satou de lui avoir fait laver leurs vêtements, mais il affirme que ce n'est pas grave. Cependant, voyant qu'elle est toujours terrifiée par lui, Satou demande si être le roi des anneaux le rend vraiment si effrayant. Nefrite lui rappelle alors qu'il vient aussi d'un autre monde où des monstres attaquent probablement les gens tous les jours. Quand Satou dit que son monde n'est pas du tout comme ça, Nefrite devient curieuse et demande plus de détails, comme le genre de créatures qui y vivent. Quelques minutes plus tard, Satou lui a raconté tout ce qu'il sait et demande aussi pourquoi elle est si curieuse, car elle agit comme si elle détestait tout ce qui vient du monde extérieur. Elle admet ensuite que malgré sa peur, elle a toujours voulu en savoir plus sur le monde extérieur. Alors, Peridot lui a donné des livres sur le monde, et cela a alimenté sa curiosité. Satou dit qu'il lui ressemble en fait, et la seule raison pour laquelle il est maintenant le roi des anneaux est qu'il a tout risqué pour être avec la femme qu'il aime. Cela donne un regain de confiance à Nefrite, alors elle lui prend les mains et demande à être emmenée dans son monde un jour. Satou accepte, mais lui rappelle de couvrir sa minette la prochaine fois qu'elle aura une demande. Alors qu'elle est embarrassée et se détourne, Satou demande pourquoi elle n'est jamais sortie si elle est si curieuse du monde. Avant qu'elle ne puisse répondre, Jade hurle à Satou de libérer sa précieuse sœur. Satou dit alors à Nefrite qu'il ne veut forcer personne à l'épouser car il n'aime vraiment que Ymé. Après qu'elle a promis de faire comprendre les choses à Jade, ils sortent. Mais Jade ne veut pas entendre un mot. Il veut juste que Satou lui rende Nefrite. Quand elle se penche vers Satou, Ymé devient jalouse, mais sait que c'est quelque chose qu'il doit faire. Jade est aussi furieux de cette situation, mais Nefrite lui dit d'arrêter car il ne peut pas la garder enfermée au palais pour toujours, n'est-ce pas? Après que Jade lui a rappelé que c'était le souhait de leurs parents que l'anneau reste dans leur pays, Nefrite tente de répliquer, mais Jade perd son sang-froid et lui ordonne de respecter le sacrifice de leurs parents. Terrifié, Nefrite retourne à ses côtés, mais quand il tente de punir à nouveau Satou, Peridot lui rappelle que le roi des anneaux n'est pas quelqu'un à traiter comme un criminel. Après qu'elle a promis de s'occuper de lui, Jade part avec Nefrite. Plus tard, Ymé prend des nouvelles de Satou et le félicite de s'être rapproché de Nefrite. Mais il voit bien qu'elle est clairement jalouse. À ce moment, Peridot se présente à Ymé et décide de leur raconter comment leur pays s'est retrouvé isolé. La mère de Jade et Nefrite avait une sœur aînée qui devait devenir reine. Selon leur tradition, elle devait épouser un elfe de leur village pour garder les anneaux dans leur pays, mais elle tomba amoureuse d'un voyageur humain. Le pays tout entier s'opposa à leur amour, craignant en fait que l'homme ne veuille simplement voler l'anneau pour lui-même. Puis un jour, il disparut, et si cela réjouit tout le monde, la princesse pensa qu'ils y étaient tous pour quelque chose, ce qui la poussa à maudire la nation entière. Pendant des années, ils furent plongés dans une peur profonde, et après le mariage des parents de Nefrite, ils se sacrifièrent pour protéger tout le monde. Cependant, ils lui firent promettre de ne jamais mettre un pied dehors, et Nefrite tient absolument à honorer cette promesse. Bien plus tard, Alabaster dit à Satou qu'ils doivent partir et se concentrer sur l'obtention des autres anneaux. Quand Satou demande pourquoi, Alabaster explique qu'ils n'ont pas le temps de jouer les thérapeutes familiaux car il ne peut même pas vaincre un chevalier noir. Malgré cela, Satou s'énerve et Ymé le remarque, mais comme ils n'ont pas d'autre choix, Satou accepte de partir. À ce moment-là, Jade s'excite car il attendait de voir quand Satou partirait. Il se berce alors d'illusions en pensant que c'était la meilleure option pour sa nation. Cependant, un garde terrifié arrive pour lui dire que le chevalier noir vient de percer le mur de la tempête pour laisser entrer ses monstres. Alors que les monstres se dirigent vers le palais, Alabaster dit à Satou qu'ils doivent protéger l'anneau, alors Satou embrasse Ymé pour un surplus d'énergie. Pendant ce temps, Peridot se précipite dans la chambre de Nefrite pour l'avertir, mais la princesse déprimée lui dit que Jade arrangera tout. Peridot est furieuse de cette réaction, et alors qu'elle exprime sa déception à Nefrite, le chevalier noir tente de s'emparer de l'anneau du vent. C'est alors que Jade surgit pour l'arrêter, mais le chevalier le projette contre le mur. Malgré cela, Jade tente encore de l'arrêter et manque d'être réduit en cendres, mais Alabaster le sauve. Jade en est surpris et demande pourquoi ils sont revenus pour le sauver. Satou admet alors que sa mort leur aurait évité bien des problèmes, mais Nefrite tient à lui, il ne pouvait donc pas la laisser perdre un autre membre de sa famille. Ceci étant dit, Satou s'empare de son épée afin de se battre et Mars lui propose son soutien, mais le chevalier noir les domine facilement tous les deux.
Jade dit alors qu'ils sont trop faibles pour l'arrêter, mais Hime lui dit d'arrêter de haïr, car Satu risquera tout pour se battre pour elle. Cela fait réaliser à Jade qu'il doit faire mieux, alors il décide lui aussi de se battre. Cependant, même en unissant leurs forces, le Chevalier Noir continue de les dominer et Satu remarque bientôt que son épée s'affaiblit. C'est alors que Hime réalise qu'il doit embrasser quelqu'un d'autre pour devenir plus fort. Elle court immédiatement dans la chambre de Nefrite et la supplie de sortir avec Satu car c'est le seul moyen de vaincre le Chevalier Noir. Au même moment, Peridot arrive au temple pour informer Satu de la décision de Nefrite de s'enfermer, alors il continue de se battre pour arrêter le Chevalier Noir. Pendant ce temps, Hime essaie de comprendre pourquoi Nefrite a si peur de rompre la promesse faite à ses parents. Après lui avoir tout expliqué, Nefrite dit qu'elle ne peut pas simplement choisir d'aider Satu alors que ses parents ont risqué leur vie pour créer le mur de la tempête. Hime convient que c'est beaucoup demandé, mais avec la vie de Satu en jeu, elle craque et supplie Nefrite de se lever et d'agir comme une princesse au lieu d'attendre que son sinistre frère fasse tout. Hime lui rappelle alors que Satu n'est même pas obligé de se battre. Comme c'est l'anneau du vent qui est en jeu, il le fait juste pour protéger le peuple de Nefrite. C'est alors que Nefrite commence à réaliser la gravité du problème alors qu'Hime la supplie d'agir. L'instant d'après, Nefrite sort et demande à Hime si elle a un plan pour les aider à gagner. Après qu'Hime a dit oui, elle s'enfuit avec un marteau, mais dès qu'elles arrivent au temple, Jade demande à Nefrite ce qu'elle fait là. Nefrite lui dit immédiatement de la fermer avant de courir vers ses parents et de briser leur statue en morceaux. Alors que Jade est figée par le choc, Satu récupère enfin l'anneau, mais Nefrite l'embrasse quand même pour activer son pouvoir. Voyant cela, Jade rappelle à Nefrite que le mur de la tempête est tombé, ce qui signifie qu'une armée de monstres va ravager tout le pays. Heureusement, Satu utilise le pouvoir de l'anneau pour détruire tous les monstres et accule même le Chevalier Noir. Alors qu'il est distrait par la capacité de l'anneau du vent, Alabaster lui rappelle d'achever le Chevalier Noir. À ce moment-là, le chevalier tente d'attaquer, mais Satu le bloque facilement avec l'anneau du vent et l'achève avant de s'évanouir soudainement. Bien plus tard, il se réveille et voit les filles avant qu'une nouvelle elfe n'entre et ne le remercie d'avoir sauvé son peuple. Il est confus et se demande qui elle est jusqu'à ce qu'Alabaster explique qu'il s'agit de la princesse Smara, la première-née qui a maudit la nation après qu'ils ont chassé son amant. Malgré cela, Satu reste perplexe car elle est apparue de nulle part, mais Peridot explique alors qu'elle était en fait le Chevalier Noir. Apparemment, il existait une version sombre de l'anneau du vent qui a pris le contrôle de son esprit et a fait d'elle une servante du maléfique roi de l'abîme. Smara explique qu'après avoir maudit leur nation et être partie, une voix sombre a commencé à lui parler et l'a conduite à l'anneau. Curieux, Satu demande pourquoi ils ne savent presque rien du roi de l'abîme. Peridot explique alors qu'après que le premier roi des anneaux a détruit son corps, il a scellé l'âme du roi de l'abîme dans une terre lointaine pour l'empêcher de tromper les gens. Alabaster explique ensuite que le roi de l'abîme doit regagner ses pouvoirs pour infliger autant de dégâts. Satu se lève alors pour combattre le roi de l'abîme, mais son corps le lâche et Peridot lui dit d'économiser ses forces, car n'importe quelle personne normale serait morte en utilisant ne serait-ce que la moitié de son pouvoir. Cela fait réaliser à Satu l'importance des filles pour la cause, mais avant qu'il ne puisse les remercier, Nefrite décide de lui faire couler un bain. Quelques minutes plus tard, dans le bain, Nefrite lui dit, ainsi qu'à Hime, qu'elle sait déjà à quel point ils s'aiment. Cependant, elle veut toujours être une bonne épouse pour Satu, alors elle demande des conseils à Hime à ce sujet. Profitant de l'occasion, Hime commence à se vanter de faire tout ce que font les couples mariés, juste pour montrer qu'elle s'y connaît vraiment. Elle prétend même qu'ils ont craqué à plusieurs reprises, mais Peridot arrive et demande à voir ça en direct. Il s'avère qu'elle est une obsédée comme vous, les voyeurs qui aiment regarder les bonnes choses se passer, alors Hime essaie de pousser Satu pour un baiser. Alors qu'il l'arrête et dit qu'il ne veut pas précipiter une activité aussi spéciale, Peridot voit son sabre de chair et s'inquiète que ce soit trop pour Nefrite. Pendant ce temps, Smara est sur le balcon avec Alabaster, lui demandant s'il connaissait l'homme dont elle est tombée amoureuse car il était certainement là à l'époque. Alabaster sort alors un médaillon et après l'avoir vu, Smara demande comment il l'a eu car c'est le même qu'elle a donné à son amant. Après avoir prétendu avoir rencontré le gars, Alabaster lui dit qu'il a volontairement quitté sa nation à l'époque pour qu'elle puisse vivre une vie heureuse sans se soucier de ce que son peuple dirait. Bien plus tard, Nefrite retourne au temple pour se recueillir devant ses parents et Jade arrive pour lui demander si elle part vraiment avec Satu. Après qu'elle a dit oui, le frère d'habitude psychotique parvient à se contrôler car il sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Quelques minutes plus tard, Nefrite retrouve Satu et les autres avant de lui rappeler qu'il a promis de lui montrer son monde un jour. Pendant ce temps, Smara est chez Peridot, lui demandant si elle soutient la décision de Nefrite de partir avec Satu car aucune princesse de l'anneau n'a jamais vécu heureuse. Peridot est d'accord avec elle, mais dit que ce sera peut-être différent cette fois car Satu n'est pas comme les autres rois.
À ce moment-là, Smara entend deux gardes parler d'Alabaster et réalise qu'il est l'amant qu'elle a cherché pendant tout ce temps. Plusieurs nuits plus tard, dans un rêve, Hime accueille Satu à la maison et tente de passer aux choses sérieuses, mais Nefrit prend sa place, ce qui la rend jalouse. Après s'être réveillée et avoir vu qu'ils sont toujours dans les bois, elle remarque que Satu a passé tout son temps avec Nefrit. Alors que sa jalousie monte en flèche, Mars se demande quelle nation ils vont visiter ensuite, alors Alabaster explique qu'ils commenceront par le peuple dragon dans la nation de l'eau. À ce moment-là, Hime demande de la nourriture à Satu pour attirer son attention, mais il lui dit de le faire elle-même, et cela la met complètement hors d'elle. Cependant, sa réaction surprend tout le monde et la rend embarrassée, alors elle s'enfuit. Satu essaye de l'arrêter, mais il voit alors tout un pays sur roue, et Alabaster explique qu'il s'agit de la nation du feu. Il décide alors d'oublier l'autre anneau, puisque la princesse du feu est certainement là-haut. Cependant, l'humeur de Mars change soudainement, ce qui rend Satu méfiant. Sans temps à perdre, Alabaster demande une échelle, mais après qu'elle a été lancée, Nefrit dit qu'ils doivent se séparer car elle préférerait retourner auprès de son sinistre frère aîné plutôt que d'escalader le flanc d'un pays sur roue. Comme prévu, Satu essaie d'aider, mais Hime lui dit de ne pas s'inquiéter car elle aiderait la princesse à sa place. Quelques instants plus tard, elle amène Nefrit au sommet pendant que Satu fixe son derrière jusqu'à ce qu'elle le remarque et tente de le faire tomber. Après qu'ils sont tous montés, Nefrit commence à jacasser sur la façon dont les hommes-chats de la Nation du Feu offraient une protection aux marchands jusqu'à ce qu'ils s'y installent et deviennent des résidents permanents. Après l'avoir félicité d'être une telle passionnée, Alabaster suggère de trouver la princesse dès que possible, mais ils réalisent alors que Hime et Nefrit ont déjà disparu. Quelques minutes plus tard, Nefrit trouve un nouvel endroit dont parler, mais elle finit par regarder en arrière et réalise qu'elle a été avec Hime tout ce temps, pas Satu. Pour aggraver les choses, Hime dit qu'elles sont perdues, ce qui la fait paniquer et vomir. Heureusement, une fille-chat les repère et demande si elles ont besoin d'aide, alors elle lui explique la situation. La dame-chat leur dit alors de se rendre à une certaine arène, car tout le monde finit par s'y rendre. Pendant ce temps, Satu panique aussi parce qu'il ne trouve pas les filles, mais Alabaster suggère également de se rendre à l'arène. Alors qu'il se dirige vers l'arène, Satu remarque que des filles-chats les fixent, alors il demande à Mars s'il y a de quoi s'inquiéter. Mars explique alors qu'elles peuvent sentir la force d'une personne, et cela fait penser à Satu qu'elles veulent toutes son attribut de héros. Cependant, elles perdent apparemment la tête pour Mars à la place, alors il en profite pour poser des questions sur la princesse. Les filles sont déçues parce que tout le monde aime la princesse, mais elles décident quand même d'aider. À peu près au même moment, Nefrit vient de faire une pause avec Hime, qui remarque alors une tache sur son visage et l'essuie. Quand Nefrit dit que Hime et Satu sont comme ses nouveaux parents, Hime est déconcerté et réalise que Nefrit n'a jamais été une menace pour son mariage. Nefrit dit ensuite qu'elle a remarqué sa jalousie, mais Hime nie immédiatement, prétendant que c'était autre chose. Cependant, Nefrit explique qu'elle admire juste Satu et se demande comment l'aider en tant que princesse de l'anneau. Cela fait réaliser à Hime à quel point elle s'est trompée tout ce temps, alors elle admet qu'elle était jalouse de leur complicité. Nefrit dit alors que sa jalousie est la preuve qu'elle aime vraiment Satu. L'instant d'après, un minable de bas étage se fait jeter hors du ring juste avant que Satu et les autres n'arrivent. Hime les voit et tente de les prévenir que l'arène est un ring de combat sanglant pour les prétendants, mais les filles-chats expliquent que c'est le seul moyen d'obtenir la princesse. Satu entre sans réfléchir et regarde un autre faible pathétique se faire malmener par la princesse Granate. Alors qu'il regarde, sous le choc, Granate repère les anneaux et réalise qui est Satu avant de déclarer qu'elle n'épousera qu'un homme plus fort qu'elle. L'instant d'après, elle attaque et Satu parvient à esquiver le premier coup pour finir au tapis à cause du pommeau de son épée. L'excitation de Granate retombe immédiatement alors qu'elle demande comment le roi de l'anneau peut être aussi pathétique. Après avoir dit qu'il y a d'autres vrais hommes prêts à se battre pour son amour, elle dit à Satu de revenir quand il sera prêt à prouver son sérieux. Bien plus tard, Mars entraîne Satu pendant que Hime regarde et se demande pourquoi elle a choisi ce gringalet comme amant. À ce moment-là, un homme arrive pour les appeler pour le dîner, alors ils rentrent tous à l'intérieur. En mangeant, il explique comment Granate a commencé à combattre tous les hommes de la nation parce qu'elle cherchait désespérément quelqu'un de digne d'être son partenaire. Évidemment, personne ne l'a vaincue, ce qui fait d'elle la plus forte du pays. Sur ce, Alabaster admet que Satu n'a aucune chance sans utiliser ses anneaux. Satu pense que c'est de la triche, mais l'homme-chat lui dit de ne pas s'inquiéter car Granate a aussi facilement vaincu de puissants mages. Après avoir mangé, Satu retourne dans l'arène pour regarder Granate tabasser un autre prétendant. Finalement, Hime le trouve assis tout seul, alors elle le laisse s'allonger sur ses cuisses pendant que Nefrit regarde de côté.
Quand Hime dit à Satou de ne pas trop forcer, il lui demande si elle aime être mariée à un raté pathétique, mais elle affirme aimer son côté ringard. À ce moment-là, Alabaster arrive pour entraîner Satou, alors il promet de faire de son mieux et s'en va. Plus tard, il essaie de trouver un sauna pour se reposer, mais finit dans un salon de massage rempli de toutes les plus belles filles du pays. Mars arrive aussi, alors Satou s'assoit avec lui et lui demande comment il est devenu un épéiste aussi doué. Mars admet d'abord qu'il a toujours détesté se battre et qu'il préférerait éviter le combat à chaque fois. Cependant, comme il est né dans une famille royale, l'entraînement était non négociable, ce qui signifie qu'il n'avait pas d'autre choix que de devenir fort. Quand une beauté leur propose soudain un massage, Satou accepte volontiers l'offre, mais un monstre bodybuildé prend le relais et passe les minutes suivantes à traumatiser Satou. Après le massage, Satou gère encore son traumatisme quand Granat arrive et lui ordonne de masser son corps brûlant. Il essaie de reculer, mais elle dit qu'il n'a pas le choix puisqu'il n'a pas pu rester debout 2 secondes dans l'arène. N'ayant pas le choix, Satou commence à masser la princesse au point d'acier, mais elle propose soudain de le laisser gagner le prochain match car elle sait à quel point l'anneau est important. Au lieu de la remercier comme un bon petit bêta, Satou refuse et dit qu'il gagnera l'anneau en la battant par lui-même. Le lendemain matin, Satou se réveille pour un nouvel entraînement au combat, mais Nefrit veut s'entraîner avec l'épée dans son pantalon. Il ignore totalement le feu vert évident et dit qu'il doit obtenir l'anneau de Granat coûte que coûte. Nefrit comprend alors qu'il est obsédé par l'idée de vaincre la princesse. Elle rappelle donc à Satou que l'essentiel est d'avoir l'anneau. Elle tente ensuite de le consoler avec sa minette, mais Satou la remercie de l'avoir encouragé et s'éclipse avant qu'elle ne tente autre chose. Bien plus tard, Satou finit par prendre le dessus sur Mars et demande alors si c'est l'heure de son combat contre Granat. Mars lui dit de calmer ses ardeurs, car Granat est bien plus forte et elle utilise des techniques bien trop complexes pour un novice. Après avoir montré à Satou à quoi ressemble une de ses attaques, Mars lui dit d'utiliser ses anneaux plutôt que sa force, car il est encore trop faible. À ce moment, Hime, qui observait, entend des filles-chats dire que Granat semble apprécier Satou. Elles s'approchent pour écouter, mais quand elles évoquent l'incident du salon de massage, Hime perd les pédales. Quelques minutes plus tard, elle est de retour à l'intérieur, se demandant pourquoi elle a surréagi. Elle se demande alors quel effet ferait un massage de Satou, et cela l'excite là où elle ne s'y attendait pas. Le lendemain, c'est enfin l'heure du match de Satou, et l'arène est comble alors que tout le monde s'impatiente de voir ce duel épique. Après qu'un chevalier raté se soit fait humilier, Satou s'avance pour son duel, et alors que la foule l'acclame, Hime reste silencieuse. Alabaster lui rappelle alors que Satou a passé ses derniers jours à s'entraîner pour être à la hauteur du combat. Hime répond qu'il n'avait pas à faire ses preuves à Granat, car il ne devrait se concentrer que sur l'anneau, pas sur son respect. Pendant ce temps, le chevalier vaincu commence à envier Satou, car il possède des anneaux qui le rendent surpuissant. C'est alors qu'il entend une voix sombre qui le guide vers un anneau avant de prendre le contrôle de son esprit. De retour dans l'arène, Granat demande à Satou s'il compte vraiment se battre sans ses anneaux, et il promet de gagner son respect. Mais avant qu'il n'attaque, le chevalier revient et promet de lui faire payer ce qui s'est passé au pays des elfes. Au moment précis où il attaque, Granat défend Satou, mais après que le casque du chevalier soit tombé, il s'enflamme et crée un portail pour invoquer des monstres. Alabaster tente immédiatement de venir en aide aux habitants, mais les filles chats, elles, terrassent facilement tous les monstres, car elles se sont entraînées toute leur vie pour faire face à une telle situation. Les monstres affluent toujours, Granat ordonne d'évacuer les civils et d'isoler leur quartier pour éviter la propagation. Elle prend ensuite son épée pour affronter le chevalier, mais Satou la prévient que ses pouvoirs sont extrêmement dangereux. Malgré cela, Granat charge et parvient à porter un coup, mais son épée commence à fondre. Satou tente alors de surprendre le chevalier avec une seconde attaque, mais son épée subit le même sort. Après avoir été violemment projeté contre un mur, Satou se demande pourquoi son brillant plan d'attaque a échoué, mais Granat lui dit de rester tranquille pendant qu'elle s'occupe de tout. Il lui rappelle qu'attaquer seul est inutile, mais Granat dit n'avoir pas le choix car elles ont été formées pour servir le roi des anneaux. Après qu'elle lui a dit qu'il était en fait plus faible que la première fois qu'ils se sont rencontrés, Satou accepte qu'elle soit bien trop forte pour lui, mais il veut toujours se battre à ses côtés. Granat accepte, il prévoit donc d'attirer l'attention du chevalier avec ses anneaux. Peu après, il fait briller l'anneau et le chevalier charge pour l'attaquer comme prévu, mais Satou utilise l'anneau du vent pour éteindre ses flammes. Granat écarte aussitôt son épée et lance la sienne à Satou pour qu'il l'imprègne du pouvoir de l'anneau pour le coup final. Après que Satou a détruit le masque et libéré le chevalier, une des filles chats revient dire à Granat qu'elles ont chassé les monstres. Granat admet alors qu'elle a sous-estimé Satou et accepte même de l'épouser, mais il refuse et dit qu'il ne l'épousera que s'il la bat en duel. Il la défie à nouveau et elle accepte, alors ils se mettent tous les deux en position pour combattre. Cette fois, Satou parvient à suivre ses mouvements, mais elle est encore trop rapide pour qu'il puisse réagir.
Alors que Granat le malmène, Ymé détourne le regard et se demande pourquoi il va si loin juste pour prouver quelque chose. Voyant qu'elle n'encourage personne, Nefrite dit à Ymé qu'il fait tout ça pour elle. C'est alors que Granat réalise qu'il se bat sans les anneaux. Elle lui demande donc s'il est en train de la sous-estimer. Satou dit alors qu'il ne peut pas utiliser le pouvoir des anneaux pour gagner, car ce serait s'avouer vaincu comme un raté devant la fille qu'il aime. En entendant cela, le cœur de Ymé s'emballe, alors elle promet de le laisser faire s'il réussit. Alors que tout le monde se demande ce qui prend à Ymé, Satou entend une voix dans l'anneau lui proposant son aide. Il refuse, pensant que c'est le pouvoir de l'anneau, mais elle l'assure que cela n'a rien à voir avec le pouvoir qu'il utilise en combat. L'instant d'après, Granat utilise sa super vitesse pour disparaître juste devant Satou, mais l'anneau lui dit de regarder en haut. Il utilise alors tout l'entraînement de Mars pour enfin la vaincre. Alors que Satou essaie de comprendre comment l'anneau lui a parlé, Granat bondit et dit qu'il peut enfin la retourner comme une crêpe. Elle ordonne même à ses filles de leur préparer une chambre, mais Satou l'arrête car il ne veut que le petit chat de Ymé. Plus tard, Ymé le rejoint et dit qu'elle est prête pour tout ce qu'il veut, mais après lui avoir pris la main, Satou s'endort. Le lendemain matin, il se réveille terrifié, pensant avoir perdu sa virginité, mais Nefrite se lève aussi et l'assure qu'il est toujours innocent. Elle essaie aussi de s'amuser, mais Granat arrive pour s'occuper à nouveau du service de Satou. Cependant, l'une de ses filles arrive pour l'informer que tous les préparatifs ont été faits. Ils passent ensuite le reste de la journée à festoyer avant que Granat ne rappelle à Satou sa promesse de se faire respecter. Alors qu'il se rappelle la voix dans l'anneau, Granat admet qu'elle se doutait de sa soudaine capacité à lire ses mouvements. Cependant, elle accepte sa victoire car il l'a dominée en n'utilisant que sa force. Cela fait rougir Satou et Ymé le voit, alors elle s'envoie un verre d'alcool pour se distraire. Satou la ramène vite et demande pourquoi elle a fait ça, alors elle l'attrape et demande une preuve qu'il n'aime qu'elle. Après l'avoir arrêté, Satou dit qu'il veut attendre qu'il retourne dans le monde normal. Étonnamment, Ymé accepte, mais elle veut quand même le récompenser pour sa victoire, alors il demande à jouer avec ses gros seins. Après qu'elle a accepté, il voit Nefrite et Granat qui les observent. Avant qu'ils ne puissent réagir, Granat bondit et dit qu'elle en a assez d'attendre. Mais Ymé et Nefrite l'assomment pour protéger le service de Satou. Plusieurs jours après, la bande arrive à Mahassa, la nation de l'eau peuplée de peuples dragons. Alors qu'ils admirent tous le pays, Satou remarque que Mars n'est plus avec eux, alors Alabaster explique qu'il est parti devant régler des affaires personnelles. Satou se rappelle alors à quel point il était excité de venir dans la nation de l'eau. À ce moment-là, une fille couverte d'une robe court vers Satou et prétend être sa plus grande fan. Les filles n'y voient rien de mal puisqu'il est assez populaire, mais elles embrassent ensuite Satou et lui transfèrent l'anneau de l'eau. Il s'avère qu'elle est la princesse Saphir de la nation de l'eau. Pendant qu'Alabaster la remercie de faciliter les choses, Saphir remarque que Ymé et les autres sont furieuses, mais elle les ignore car elle n'a besoin que du magnum de Satou. Quand elle dit à Satou de remplir son devoir envers sa nation, il finit par demander pourquoi elle est si familière avec lui. C'est alors que Saphir révèle que sa nation est au bord de l'effondrement. Avant que Satou ne puisse répondre, un général nommé Sluder arrive et demande pourquoi elle n'est pas au palais. Saphir explique alors ce qui vient de se passer, alors Sluder les invite tous au palais. Quelques minutes plus tard, ils sont tous dans un carrosse en direction du palais et Satou est fasciné par la cascade de la nation. Alors qu'Alabaster essaie de lui en expliquer l'importance, Saphir leur montre les gardes impériaux postés à travers le pays. Elle explique ensuite qu'ils font tous partie d'un vaste plan de l'Empire pour s'emparer de leur pays. En entendant cela, Alabaster dit à Satou que l'Empire est le pays de Mars et que Sluder est en fait son frère aîné. Il est largement considéré comme le général invaincu car il a fait capituler toutes les nations, hormis celles possédant des anneaux, sous le contrôle de l'Empire. Cela amène Satou à se demander si l'Empire est bon, et alors que Saphir dit que leur malveillance est évidente, Granat dit qu'ils ne sont peut-être pas si mauvais puisqu'ils unissent toutes les nations pour affronter le roi des abysses. Naturellement, ça déclenche une dispute jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin au palais. Pendant que Satou admire la vue, ils entendent un rugissement puissant qui leur donne des frissons dans le dos. Juste au moment où Saphir évoque une prophétie, un calmar colossal surgit du sol pour les attaquer, mais Satou utilise le pouvoir des anneaux pour le détruire. Pendant que les filles s'extasient sur sa puissance, Sluder réalise que les anneaux ne sont pas une plaisanterie. Quelques minutes plus tard, ils sont tous amenés devant le roi de la nation de l'eau, et Saphir explique à nouveau comment elle a donné l'anneau à Satou plus tôt. Elle se moque ensuite de la conseillère de son père pour avoir cru qu'elle pouvait la garder enfermée au palais, mais la dame prétend n'avoir aucune idée de ce dont parle Saphir. Elle murmure ensuite quelque chose au roi avant qu'il ne s'emporte et affirme qu'elle avait raison. Le roi des anneaux apportera la destruction à leur nation.
Alors que sa crise continue, la dame escorte le roi dans ses appartements, ce qui pousse Satou à demander à Saphir si elle est la reine. Saphir explique alors qu'on l'appelle l'oracle, et pour une raison étrange, le roi dépend entièrement d'elle, bien qu'il ait été autrefois considéré comme le plus sage des rois. Quelques instants plus tard, Saphir les emmène tous à l'intérieur, mais sa sœur jumelle, Saphira, apparaît et demande pourquoi elle a décidé de donner l'anneau de l'eau à Satou. Après avoir descendu les marches, elle regarde Satou de plus près et demande à Saphir pourquoi elle a accepté d'épouser un clochard aussi laid. Comme prévu, les filles commencent à expliquer à quel point Satou est incroyable avant que Mars n'appelle soudainement Saphira et jure qu'il n'a pas oublié sa promesse. Saphira s'enfuit immédiatement et Saphir traite Mars de mauviette sans cran. Après que Mars a couru pour rattraper Saphira, Satou demande s'ils ont une sorte de passé commun. Comme si ce n'était pas d'une évidence flagrante. Saphir les ramène ensuite quelques années en arrière, lorsque l'Empire a tenté pour la première fois de s'emparer de Massa. Ils ont subi une défaite horrible et tout le monde pensait qu'ils avaient abandonné, mais ils ont envoyé Mars voler des informations précieuses sous le couvert d'un prince inoffensif cherchant la paix entre les deux nations. Au lieu de voler les dites informations, Mars est tombé amoureux de Saphira et ne se souciait que de lui faire des tartes à la crème dans sa chambre toute la nuit. Finalement, il a trahi l'Empire en refusant de divulguer des informations précieuses. Il a donc dû partir, mais il a promis à Saphira qu'il deviendrait le roi des anneaux et l'épouserait. Évidemment, ça ne s'est pas produit, et maintenant, Saphira le déteste au plus haut point parce qu'il n'a pu tenir sa promesse ni envers son pays, ni envers elle. Pour ne rien arranger, l'oracle n'est apparu qu'après l'échec de Mars, et c'est à cause de son vaudou suspect que le roi ne peut plus réfléchir clairement. Des heures plus tard, l'oracle appelle des assassins et les charge de récupérer les anneaux après avoir éliminé Satou. Ils traquent immédiatement Satou, mais après avoir regardé à l'intérieur et repéré les magnifiques dames qui l'entourent, ils prennent un moment pour le respecter en tant que boss ultime de la séduction. Cependant, l'un d'eux réalise aussi que quelqu'un manque à l'appel, car il ne voit pas Granate. À ce moment-là, elle les assomme et est surprise de voir que ce sont des humains, mais ils utilisent une bombe fumigène pour s'échapper avant qu'elle ne puisse les interroger. Le lendemain, Granate raconte à tout le monde ce qui s'est passé, mais Satou réagit à peine, car il ne savait même pas que les assassins existaient vraiment. Juste à ce moment-là, un autre assassin essaie de l'abattre avec une flèche, mais Alabaster l'arrête. Plusieurs minutes après ça, les filles trouvent un endroit pour nager, mais après avoir vu que Granate est toute seule, Satou lui demande pourquoi elle ne veut pas nager avec tout le monde. Elle répond qu'elle l'a déjà fait avant de lui demander s'il veut nager dans son jus de chatte. Avant qu'il ne puisse répondre, il met à court pour rappeler à Satou qu'il lui réserve sa première fois. À ce moment-là, Saphir arrive vêtue comme si elle était prête pour une partie de jambes en l'air. Cependant, au lieu de sauter sur le poireau de Satou, elle lui dit de faire très attention car l'oracle va sûrement attaquer à nouveau. Cela dit, Satou part trouver Mars et lui demande pourquoi il ne s'est pas battu pour devenir le roi des anneaux, car il est évident qu'il aime Saphira. Mars admet alors qu'il ne pouvait pas supporter le poids d'une telle responsabilité. Il explique ensuite qu'après l'arrivée de Himé par le portail, il a vu que son cœur appartenait déjà à un autre et qu'il ne pouvait donc pas l'épouser. Après sa discussion avec Satou, Mars retrouve son frère Sluder pour le supplier de retirer leurs troupes de Masa. Cependant, après avoir dit que c'est la volonté de leur père, Sluder dit à Mars de continuer à les informer sur Satou, car c'est le seul moyen pour que leur père lui fasse à nouveau confiance. Mars tente alors de rentrer, mais l'oracle l'arrête et lui dit qu'il doit assassiner Satou dans 3 jours. Elle a prévu une invasion de monstres ce jour-là, il doit donc s'en servir comme diversion pour fumer Satou et s'emparer des anneaux. Naturellement, Mars refuse, mais elle dit qu'il n'a pas le choix car son père, l'empereur, a approuvé le plan. L'oracle explique ensuite qu'éliminer Satou aidera Mars à réparer sa relation brisée avec son père et le reste de la famille royale. Cependant, cela rend Mars curieux, alors il lui demande si elle travaille pour l'Empire. Elle élude rapidement la question en lui donnant une épée assez puissante pour résister au pouvoir des anneaux. Après l'avoir prise et senti l'immense pouvoir scellé à l'intérieur, Mars demande à l'oracle comment elle peut manier une arme aussi puissante. Une fois de plus, elle élude la question et lui dit de se concentrer sur la mission. Le lendemain matin, Mars est toujours plongé dans ses pensées, se demandant s'il peut vraiment trahir Satou. Puis il se rappelle quand son père lui a expliqué que tout l'Empire le traitait de canard sans cervelle, parce qu'il avait trahi toute la nation pour une minette. Le regard de l'empereur a fendu le cœur de Mars, mais l'empereur est allé plus loin en disant que sa dernière chance de prouver sa valeur était de devenir le roi des anneaux. S'il échouait, il deviendrait un prince totalement inutile, que personne ne considérerait ni ne respecterait. Alors que le souvenir de cette conversation fait bouillir Mars, il aperçoit Saphira qui s'apprête à prendre un bain. Sa beauté le captive, alors il tente de l'aborder, mais à l'instant même où elle le remarque, elle détale à toute vitesse. Cela fait basculer le prince déjà troublé, et l'énergie sombre piégée dans l'épée prend rapidement le contrôle de son esprit.
3 jours plus tard, une invasion de monstres a lieu comme l'avait prédit l'oracle. Ils se réunissent donc tous au palais pour discuter des plans de bataille. Alors que Sluder explique les plans, Satu propose son aide, mais Sluder lui dit de garder ses anneaux pour plus tard, car quelqu'un de sa puissance ne doit se battre qu'en dernier recours. Après avoir jeté un coup d'œil à l'oracle, il sent que quelque chose ne va pas chez elle, alors il dit à Satu de se concentrer sur la garde du palais. Quelques instants plus tard, Hime embrasse Satu et dit qu'elle veut juste qu'il soit à bloc au cas où ils doivent affronter un ennemi puissant. Granit et Néphrite font immédiatement de même, mais elles commencent aussi à se disputer pour savoir qui est la meilleure épouse. Pendant ce temps, Saphir est dégoûtée par leur manque de pudeur et demande pourquoi elle traite cette jeune pousse décorée comme s'il était un personnage du niveau de Gojo. À ce moment-là, les soldats de Sluder ont déjà commencé l'attaque contre les monstres, mais l'un d'eux note à quel point il est suspect que l'oracle arrive toujours à prédire exactement ce qui va se passer. Après qu'un autre soldat a suggéré d'envoyer des troupes au palais pour arrêter le monstre qui s'est faufilé, Sluder leur dit de se concentrer sur le combat, car un seul monstre ne devrait poser aucun problème aux gens du palais. Quelques instants plus tard, Satu et Alabaster repèrent le monstre, alors ils disent aux filles de rentrer à l'intérieur pour pouvoir le combattre. Soudain, Mars attaque Satu, alors Alabaster lui dit de se concentrer sur le larbin royal pendant qu'il s'occupe du monstre. Alors qu'il parvient à peine à bloquer Mars, Satu demande pourquoi il fait ça, mais Mars dit seulement qu'il est temps pour lui de prendre ce qui lui appartient. En entendant cela, Alabaster dit à Satu d'utiliser les anneaux parce que Mars est contrôlé. Alors que le combat continue, l'anneau recommence à parler à Satu et prétend reconnaître le pouvoir qui contrôle Mars. Il dit aussi à Satu de tout donner et d'en finir avec Mars, mais Satu refuse pour des raisons évidentes. L'anneau prévient ensuite que Mars n'hésitera pas à attaquer, mais Satu se rappelle alors que Mars a toujours été un meilleur épéiste. Cela lui fait réaliser que Mars s'est retenu pendant tout ce temps. Après avoir regardé son visage de plus près, Satu réalise qu'il a vraiment du mal à garder son sang-froid. L'instant d'après, les filles se précipitent pour regarder le combat, mais au lieu de bloquer, Satu laisse Mars le poignarder au bras avant de dire qu'il sait qu'il est toujours là. Après que Satu a dit qu'il aurait pu facilement le vaincre s'il l'avait voulu, Mars tombe à genoux et admet que son père avait raison de dire qu'il était un raté. Satu lui demande alors de rejoindre son groupe et de prouver sa valeur à lui-même, pas à sa famille toxique. Après que l'anneau a dit à Satu de détruire la gemme contrôlant Mars, Alabaster leur dit de faire attention car il ne peut plus retenir le monstre. Dès qu'il se libère, le monstre tente d'attaquer Hime, alors Granit la défend, mais il attaque ensuite Saphira. L'instant d'après, l'oracle se révèle et se moque de Mars pour être un perdant fragile avant de dire qu'elle ne libérera Saphira qu'après que Satu aura rendu les anneaux. Tous les autres réalisent qu'ils doivent agir avec plus de prudence, mais Mars pense que c'est le moment idéal pour découvrir sa propre valeur. Pour prouver qu'il en a vraiment dans le pantalon, il demande Saphira en mariage. Alors que l'oracle pète un câble, Satu en profite pour libérer Saphira, mais tout dégénère quand l'oracle révèle qu'elle est en fait un chevalier noir au service du roi des abysses. Après qu'elle a transformé le calmar monstrueux en une véritable abomination, tout le monde s'inquiète que Satu ne rencontre son créateur. D'un autre côté, Saphira est impressionnée par son courage, alors elle l'embrasse pour activer l'anneau de l'eau. Utilisant son pouvoir, elle se transforme en un puissant dragon et dévore l'abomination comme un anka, forçant l'oracle à s'enfuir par un portail. Après avoir repris sa forme normale, Saphira les conduit à l'intérieur pour voir son père, qui a enfin retrouvé ses esprits après le contrôle mental de l'oracle. Il admet sa folie et remercie Satu pour son aide avant de saluer également Mars et Sluder pour tous leurs efforts. Cependant, il décide que la nation de l'eau s'occupera d'elle-même désormais, mais leur relation avec l'Empire restera pacifique. Après s'être à nouveau excusé auprès de Saphira, le roi la félicite d'avoir épousé un homme bon comme Satu, mais Saphira lui dit de garder ses éloges pour un gars qui le mérite vraiment, pas pour ce bleu inexpérimenté. Comme le roi est de bonne humeur, Mars lui demande la permission d'épouser Saphira et il leur donne volontiers sa bénédiction. En voyant cela, Hime aimerait que son mariage avec Satu soit plus romantique. À ce moment, Mars dit qu'ils sont les prochains, ce qui les trouble jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils parlent de ce qui se passe dans la chambre. La menace étant écartée, Sluder s'apprête à partir, mais il dit à Mars qu'il compte élucider le lien entre l'Empire et les plans de l'oracle avec le roi des abysses. Au même moment, l'oracle retourne auprès de l'empereur et affirme qu'il n'aurait jamais dû accorder la moindre attention à Masaa. Après qu'elle a promis de l'aider à conquérir le monde, il la poignarde soudainement, disant qu'il en a fini avec ses pouvoirs obscurs pour toujours. Plus tard cette nuit-là, les filles se disputent car elles veulent toutes dormir près de Satu, mais il n'y a qu'une seule saucisse pour tout le monde. Finalement, Saphir abandonne et décide de dormir ailleurs, mais Alabaster l'arrête et explique qu'ils doivent tous dormir ensemble car Satu pourrait avoir besoin d'elle pour recharger ses batteries de héros.
Satou accepte et tente de les convaincre de dormir avec lui, mais Hime lui dit de la fermer car elle en a assez que des princesses se battent pour son bâton de chair. Satou se lasse aussi de toutes ces disputes, alors il rappelle aux filles qu'il n'aime que Hime. Étonnamment, elles s'en fichent et lui disent même qu'il peut vivre heureux avec elles, tant qu'elles peuvent en profiter quand elles en ont besoin. L'instant d'après, Granat saute sur son pogo stick et il commence à voir ce qu'aucun puceau ne devrait voir. Confus, Satou demande conseil à l'anneau car il n'a jamais eu autant de beauté réclamant son tuyau. Cependant, juste au moment où Hime menace de lui couper le sifflet, il se réveille et réalise que ce n'était qu'un rêve. Malgré cela, Satou réalise que Hime doit toujours repousser quelqu'un pour lui, alors il la réveille pour lui proposer un rendez-vous galant. Il explique que ce serait l'occasion idéale d'en apprendre plus sur Masaha, mais Nefrit s'excite à l'idée de les accompagner. Après que Satou a expliqué que ce n'est pas un rendez-vous pour son harem, Nefrit retient ses larmes. D'un autre côté, Saphira dit que le rendez-vous ne la dérange pas tant qu'il y va doucement et reste vigilant. Grana dit aussi que ça ne la dérange pas, mais pendant qu'elle s'occupe de Nefrit, Satou se demande ce qui lui arrive, car d'habitude elle est la première à se battre pour lui. Quelques minutes plus tard, Hime frotte ses melons royaux quand elle s'évade dans un fantasme où Satou se comporte enfin comme un homme et lui offre une tarte à la crème. Pendant ce temps, Satou voit Alabaster et demande de l'argent pour sortir Hime, ce qui surprend le vieux débris car il ne s'attendait pas à ce que Satou prenne l'initiative. Il tend alors à Satou un gros sac de billets et lui dit de se faire plaisir car ce n'est pas le Japon où il n'était qu'un moins que rien fauché. Il dit aussi à Satou d'offrir à Hime la nuit d'amour dont elle rêve, mais Satou fait comme s'il n'avait pas entendu cette partie. Plus tard ce jour-là, les tourtereaux partent pour leur rendez-vous, mais Granat, Saphir et Nefrit les suivent pour voir si Satou peut enfin se comporter comme un homme. Après les avoir observés pendant des heures, Saphir les voit entrer dans un parc et explique que c'est le lieu de prédilection des amants passionnés. Peu après, Satou et Hime voient les autres couples s'embrasser sans gêne, alors ils trouvent un endroit pour s'asseoir. Satou voit alors que Hime meurt d'envie de l'embrasser, alors il se penche pour réaliser son rêve. L'instant d'après, il s'écarte et commence à donner ses excuses habituelles, mais cette fois, Hime lui demande s'il est juste trop timide pour le faire. Sur ce, Granat et les autres s'en vont, car ce geek inexpérimenté n'est manifestement pas prêt à passer aux choses sérieuses. Quand Saphir commence à se plaindre d'avoir gâché sa journée pour rien, Nefrit dit qu'elle a apprécié car elle a pu passer du temps avec ses compagnes de second plan. Saphira lui dit alors d'arrêter de les voir comme des amis car elle a des décennies de plus qu'eux. Des heures plus tard, Hime et Satou ont fini de manger leur glace comme un couple Disney et ils rentrent. Mais alors, Hime demande si cette petite sortie compte comme un rendez-vous. Après avoir dit qu'il voulait que ce soit un rendez-vous, Satou demande à Hime si elle ne ressent pas la même chose. En réponse, elle demande pourquoi il a soudainement décidé de sortir avec elle. Alors Satou explique qu'ils n'ont jamais de temps seul car il est toujours occupé à sauver le monde. Hime lui dit alors de ne plus jamais l'emmener sortir pour cette raison, mais Satou est confus et demande s'il a fait quelque chose de mal. Hime explique que même si elle l'aime et veut passer plus de temps ensemble, il ne peut pas fuir ses responsabilités de roi des anneaux. Il doit aussi plaire aux autres filles car il a besoin de leur pouvoir pour protéger le monde. Après que Hime a affirmé avoir accepté tout ce qui vient avec sa responsabilité, Satou la pousse contre un mur et l'embrasse. Ce baiser soudain laisse Hime en redemander et Satou le remarque avant de se rappeler ce qu'Alabaster a dit plus tôt. Cependant, quand il essaie d'aller plus loin, Hime devient timide et gâche le moment que vous, les pervers, attendiez. Le lendemain, Alabaster dit à Saphir qu'elle doit voyager avec eux pour trouver le prochain anneau, mais elle s'énerve et tente de s'en sortir. Cependant, après que Granat l'a traitée de mauviette trop effrayée pour quitter la maison, elle part parler à Saphira. Après s'être assurée que Saphira ira bien sans elle, Saphira accepte de voyager avec eux. Bien plus tard, dans un carrosse, Alabaster parle à tout le monde des nains puisqu'ils visitent leur pays ensuite. Cependant, Satou saute la leçon d'histoire ennuyeuse et demande s'il doit maintenant se taper une nana miniature juste pour un autre anneau. Saphira dit alors qu'il ne verra peut-être pas de princesse à se taper, mais ils sont tous confus, alors elle prend le relais d'Alabaster pour une autre leçon d'histoire. Après la première guerre contre le roi de l'abîme, les nains ont été presque totalement anéantis, sauf quelques-uns isolés dans un village de montagne. 3 jours plus tard, Satou en a marre d'écouter Alabaster jacasser sur ses jours de gloire, alors il demande au vieux s'il sait vraiment où ils vont. Alabaster l'assure alors qu'ils sont sur la bonne voie avant de les avertir d'éviter les bords pour ne pas être piégés dans le cimetière des monstres. Nefrit entend à peine cela car elle prend tout le voyage comme une longue excursion. Pendant ce temps, Satou demande à Saphira si elle peut réutiliser sa forme de dragon car il pourrait avoir des ennuis en chemin. Saphira dit non et explique qu'elle ressent de la douleur chaque fois qu'elle se transforme. Juste à ce moment, Mars dit à Satou et Alabaster qu'il vient de trouver l'endroit parfait pour se reposer, alors ils décident de s'arrêter.
Plus tard, Satou demande soudainement à Alabaster si les anneaux sont vraiment aussi importants qu'il le prétend, mais la question surprend le vieux. Quand il demande à Satou d'où ça vient, Satou lui rappelle que l'Empire et presque toutes les autres nations dépendent de leur armée au lieu d'attendre un héros. Alabaster explique alors qu'ils ont évolué pour ne compter que sur eux-mêmes, car se fier aux légendes les rendrait vulnérables à d'innombrables attaques. Il explique ensuite que cela ne le rend pas inutile, mais Satou pense toujours qu'ils peuvent combattre et vaincre le roi de l'abîme sans lui. Alabaster lui rappelle alors qu'ils ont risqué leur vie chaque fois qu'ils ont rencontré un monstre du roi de l'abîme. Même avec ces anneaux, ils ont eu du mal, donc les soldats ordinaires ne pourront pas faire grand-chose avant d'avoir besoin de lui. Après avoir dit que ces monstres ne sont qu'une fraction des capacités du roi de l'abîme, Alabaster assure à Satou que le pouvoir de ces anneaux, avec toute l'aide reçue, sauvera le monde. Satou rentre ensuite se reposer, mais Alabaster reste éveillé, se demandant si ce qu'il a dit est vraiment vrai. Le lendemain, ils arrivent enfin à la nation des nains et réalisent que la leçon d'histoire d'Alabaster était vraie, car le pays semble ravagé. Alors qu'ils entrent chercher des signes de vie, Saphir s'arrête et leur dit de venir la chercher s'ils trouvent les anneaux. Ils lui disent que se séparer maintenant est dangereux pour plein de raisons, mais la princesse Je sais tout insiste pour rester là car elle ne supporte plus de marcher. Granate propose alors de la porter puisqu'elle est trop faible pour marcher seule. Mais Saphir est gêné par ça et commence à se disputer avec elle. Pendant ce temps, Hime sent que quelque chose les suit, mais après avoir cherché le rôdeur, elle se dit que c'est le traumatisme des autres attaques. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à la salle du trône, et voyant un cadavre, Satou demande à Alabaster pourquoi il les appelait nains s'ils sont si grands. Alabaster lui dit de se détendre, car les nains étaient connus pour fabriquer des armures mécaniques. Granate est d'accord et dit que c'est grâce à eux que son pays peut rester sur roue pour toujours. Cela dit, Alabaster suggère d'aller plus loin pour chercher d'autres indices sur l'anneau. Soudain, l'armure s'active et marche vers eux tout en promettant de venger son pays. Après avoir réussi à la faire tomber, Satou demande à Alabaster si une armure zombie meurtrière est normale ici. Avant qu'Alabaster ne réagisse, l'armure se relève et il voit l'anneau sombre la changeant en chevalier noir. Mais avant qu'il ne réagisse, elle capture Satou et s'approche avant que le roi de l'abîme ne dise à Satou d'arrêter de se battre pour ce monde. Après le refus de Satou, Alabaster traverse le mur et Hime embrasse vite Satou pour lui donner tout le pouvoir nécessaire. Avec les anneaux, il détruit l'armure, mais l'anneau sombre s'évapore complètement, ce qui les surprend. Tous les autres anneaux sombres retournent aussi au roi de l'abîme, alors qu'il retrouve enfin tous ses pouvoirs. L'instant d'après, un portail s'ouvre et deux loups démoniaques en sortent pour les combattre. Alors que Satou et les filles sont paralysés par la peur, Alabaster suggère de battre en retraite car ils n'ont jamais vu de tels monstres. Cependant, toute une armée de monstres attend de l'autre côté. Satou dit aussitôt à Saphir d'utiliser ses pouvoirs de dragon, mais elle lui dit d'oublier car elle a besoin d'être près de l'eau. Sans autre option, Satou commence à combattre des monstres inconnus et Mars saute pour l'aider. Mais Alabaster sait qu'ils ne peuvent pas gagner et la force de Satou chute, alors il suggère de s'enfuir à nouveau. Il réussit à créer une barricade pour empêcher les monstres de les poursuivre. Mais alors qu'ils essaient de souffler, les yeux d'Alabaster s'écarquillent d'horreur. Alors qu'il panique, Satou demande ce qui se passe avant de lever les yeux et de voir un portail massif s'ouvrir. Alors qu'une armée infinie de monstres arrive, Alabaster dit qu'il ne pensait pas que le roi de l'abîme retrouverait ses pouvoirs avant qu'il n'ait tous les anneaux. Il tombe à genoux de peur devant ce qui arrive. Mais Satou dit qu'ils peuvent encore s'enfuir et préparer une contre-attaque. Après que le roi des abysses a tenté de donner à Satou un aperçu de son pouvoir, Alabaster dit que leur seule chance de survie est que Satou s'en sorte vivant. Pour assurer sa sécurité, Alabaster crée un portail pour les ramener dans le monde de Satou. Un monstre le remarque et tente d'attaquer, mais Mars l'arrête et décide de rester avec Alabaster, qui dit alors à Satou qu'il est leur dernier espoir. Après lui avoir aussi demandé de protéger Hime, Alabaster les envoie à travers le portail et remercie Mars d'avoir combattu à ses côtés. Peu après, Hime est à genoux et pleure Alabaster, tandis que Satou court voir s'ils sont vraiment de retour dans son monde. Le lendemain, il se réveille et se demande comment les filles vivent ce changement soudain. Pendant ce temps, Hime essaie d'expliquer le fonctionnement de l'armure de Scénario, mais Granate déteste déjà l'idée de cacher ses atouts. Alors qu'elles commencent toutes à taquiner Hime, Satou entre pour voir comment elles vont et en prend plein la vue avant que Hime ne le salue comme si de rien n'était. Des heures plus tard, ils sont tous au centre commercial pour trouver des tenues aux filles, mais Satou craint toujours que les gens remarquent les beautés étranges qui l'accompagnent. Hime dit alors que ce ne sera pas un problème puisqu'elles peuvent passer pour des cosplayeuses. Satou accepte et décide de profiter du moment car Hime semble bien moins bouleversée que la veille au soir. Après le shopping, ils vont au restaurant pour manger et en profitent pour discuter des chances de retourner dans leur monde.
Pendant que tout le monde réfléchit, Nefrit est dépassée par toute la technologie qu'elle découvre. Puis la serveuse la fait sursauter avant de prendre leur commande. Peu après, Granat accepte le fait qu'ils ne rentreront pas. Mais Saphir lui demande comment elle peut renoncer si facilement à revoir son peuple. Granat répond alors qu'ils survivront certainement sans elle. Mais Nefrit finit par s'inquiéter et dit qu'elle a pensé à son frère Glauque et à Pérido. Après que Hymé a dit avoir passé la majeure partie de sa vie dans ce monde, Granat s'en prend à Saphir, qui s'empiffre au lieu de s'inquiéter pour sa sœur et son peuple. Saphir dit alors qu'elle est obsédée par les sucreries et qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Alors qu'elle continue de s'empiffrer, Satou cherche de la monnaie dans son portefeuille vide, mais Hymé lui dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent. L'instant d'après, Saphir a une idée grâce à l'excès de sucre et suggère de chercher des lieux riches en magie pour pouvoir rentrer. Plusieurs heures plus tard, Saphir saute dans le bain pour se calmer après une journée entière d'échecs. Alors qu'elle accepte cette nouvelle réalité, Granat a la brillante idée de fonder un nouveau pays de peuple chat en sautant sur n'importe quel engin qu'elle trouvera. Après lui avoir dit de se détendre, Nefrit dit qu'elle veut essayer de vivre comme une extravertie pour une fois. L'instant d'après, Granat rappelle à Hymé que Satou attend de rentrer pour conclure. Elles n'ont donc aucune excuse pour rester vierges. Cependant, Hymé fait comme si elle était soudainement devenue sourde. Quelques minutes plus tard, Hymé retourne chez Satou pour y passer la nuit. Mais au lieu de profiter de l'occasion pour la retourner dans tous les sens, Satou lui demande pourquoi elle lui a dit de ne pas s'en faire pour leurs finances. Il s'avère qu'Alabaster a laissé une lettre chez eux car il s'attendait à ce qu'un tel jour arrive. Le lendemain, les tourtereaux retournent à l'école et font comme s'ils étaient partis en longues vacances comme tout le monde. Au fil des jours, Nefrit passe plus de temps à la bibliothèque tandis que Granat se lie d'amitié avec ses congénères chats. D'un autre côté, Saphir reste à l'intérieur, cherchant désespérément un moyen de rentrer chez elle. Plusieurs nuits plus tard, Hymé trouve Satou sur le site du portail et dit savoir qu'il sort en douce la nuit pour trouver un moyen de rentrer. Satou explique alors qu'il ne peut pas oublier tous ceux qu'ils ont laissés. Après qu'elle s'est emportée et l'a supplié de se concentrer sur leur nouvelle vie, Satou tente de l'arrêter, mais une lumière jaillit du sanctuaire et une fille mystérieuse apparaît. D'un seul regard, elle reconnaît en Satou le roi des anneaux. Mais après avoir vu la poitrine de Hymé pressée contre lui, elle s'excuse de l'intrusion et s'apprête à partir. Heureusement, il l'arrête et lui demande qui elle est, alors Amber se présente comme la princesse naine. Cela les trouble car la princesse devrait être morte, mais Amber explique que son peuple a créé une réplique mécanique de la vraie princesse et l'a scellée en attendant le retour du roi des anneaux. Elle exprime alors sa joie de le voir enfin et s'approche pour l'embrasser, mais Hymé l'en empêche. Elle dit que c'est inutile puisque le roi des abysses est de retour, mais Amber décide d'attendre que Satou change d'avis. Quelques minutes plus tard, ils rejoignent les autres filles pour dîner et Granat commence à se plaindre que Satou passe tout son temps dehors. Après que Nefrit a dit qu'elle devait arrêter d'aller à la bibliothèque car elle effrayait les gens, Saphira demande à Satou et Hymé où ils étaient. Cependant, Hymé empêche Satou de parler d'Amber et attend d'être à l'intérieur pour lui dire de ne rien dire car obtenir le dernier anneau ne l'aidera pas à vaincre le roi des abysses. Le lendemain, ils reprennent leur vie habituelle. Mais après que Hymé a quitté Satou pour voir ses amis, Amber arrive et traite Satou de perdant pour avoir abandonné son destin pour une romance éphémère dans son appartement miteux. Après les cours, Satou retourne au sanctuaire pour trouver Amber, qui lui dit qu'elle peut en fait les renvoyer dans le monde de Hymé. Cependant, il doit l'accepter comme épouse ainsi que le pouvoir de l'anneau. Le lendemain, après les cours, Amber trouve Satou sur le toit et après avoir dit que Hymé était déjà parti, il dit que Hymé avait raison d'accepter cela comme leur nouvelle vie. Après qu'il a dit que les anneaux ne suffiraient pas à arrêter le roi des abysses, Amber l'assure qu'ils gagneront s'ils décident de repartir. Curieux, Satou demande pourquoi elle tient tant à l'aider, alors Amber lui rappelle que le but de sa vie est de l'aider à vaincre le roi des abysses et à sauver le monde. Elle ajoute que les autres princesses ressentent la même chose, mais qu'elles ont trop peur de l'admettre. Cela fait réaliser à Satou qu'il se fait des illusions, car les filles n'accepteront jamais cette nouvelle vie à manger des snacks et à se cacher de la société. Il décide alors d'épouser Amber et l'embrasse pour obtenir le pouvoir de son anneau. Ensuite, il rentre chez lui et Hymé court dans ses bras pour lui dire qu'elle a pensé à Alabaster et au sacrifice qu'il a fait pour elle. C'est alors qu'elle aperçoit l'anneau de terre et réalise ce que Satou vient tout juste de faire, ce qui l'émeut profondément. Satou l'assure alors qu'il va gagner, mais Hymé s'emporte et dit qu'il pourrait bien se faire fumer cette fois-ci. Satou lui rappelle alors qu'il a toujours survécu à des situations dangereuses parce qu'elle était là avec lui. Après qu'il a dit qu'il en serait de même cette fois, Hymé reprend un peu confiance et décide de le soutenir. Ceci étant dit, Hymé rappelle à Satou sa promesse de s'éclater dans ce monde, et cette fois, il décide enfin de lui donner ce qu'elle veut. Malheureusement, Amber arrive au pire moment possible et s'excuse avant de dire qu'elle a déjà ouvert le portail et qu'ils n'ont qu'une chance de repartir.
Pendant que les tourtereaux s'habillent, Granat arrive avec les autres et dit qu'ils ont tout entendu sur Amber l'autre soir. Après avoir dit qu'ils comprenaient pourquoi Ymé avait peur, ils sautent à travers le portail. De retour dans la nation de la Terre, Amber scrute les environs et dit qu'elle ne ressent rien. C'est alors que Granat leur dit de reculer car elle sent une odeur de sang. Amber allume alors ses projecteurs et révèle les innombrables corps de soldats et de monstres éparpillés autour d'eux. Alors qu'ils craignent tous que le roi de l'abîme ait gagné, Granat entend une voix. Il court donc vers le bord et voit un groupe de soldats luttant encore contre la horde de monstres. L'instant d'après, les anneaux de Satou s'illuminent et ils comprennent vite que c'est parce que le roi de l'abîme est proche. À ce moment, des soldats attaquent le roi de l'abîme, mais ils bloquent l'assaut avec une barrière de flammes avant de les mettre en pièces. Après avoir vu la force de ces attaques, Amber dit à Satou de se frayer un chemin parmi les monstres pour l'approcher et le surprendre. Il est d'accord, mais les filles s'inquiètent, alors Satou leur rappelle qu'ils sont revenus pour affronter ce danger une fois pour toutes. Néphrit et Saphir lui offrent alors leur soutien et le supplient de gagner. Après que Granat l'a embrassé sur la joue, Amber lui souhaite également bonne chance. Ensuite, Ymé termine par un baiser pour enflammer ses pouvoirs. Elle promet aussi de l'attendre comme si elle n'avait rien de mieux à faire. Peu après, Satou dépasse la dernière vague de monstres, mais quand il attaque le roi de l'abîme, celui-ci bloque l'assaut et dit à Satou qu'il l'attendait. Soudain, les anneaux disent à Satou que sa victoire est certaine. Après avoir fusionné en un seul anneau puissant, Satou libère un pouvoir divin qui engloutit tout le plan et tranche le roi de l'abîme en deux. Alors qu'il tombe à genoux pour reprendre son souffle, les filles voient le roi de l'abîme en deux et s'enthousiasment, mais Granat leur dit de se calmer. Le roi de l'abîme a survécu à cette attaque, ce qui amène Satou à se demander s'il est digne de porter les anneaux. Cependant, alors qu'il tente de se battre à nouveau, il s'évanouit, et les filles se précipitent pour l'aider. Alors que Satou se demande pourquoi il ne peut plus bouger, le roi de l'abîme prend le contrôle de son corps et invoque une sphère noire pour drainer sa force vitale. Heureusement, Granat l'arrête pendant que les autres soutiennent Satou et lui rappellent qu'elles ont promis de l'aider. Après qu'il les a remerciés, le roi de l'abîme invoque une autre vague de monstres pour les achever. Granat manque de se faire écraser, mais Amber la sauve et parvient à arrêter la plupart des monstres. À ce moment-là, Satou est de nouveau sur pied, mais quand il tente de se battre, la perte de puissance excessive due au roi de l'abîme l'assomme. Il fait alors un rêve sur sa courte vie avec Ymé avant de se réveiller dans les nuages et de voir Alabaster. Satou pense immédiatement qu'il est en route pour le paradis, mais Alabaster lui dit de se ressaisir car il a encore une bataille majeure à gagner. Après que les filles ont raconté à Satou comment Alabaster les a sauvés au dernier moment, Satou demande comment lui et Mars ont survécu. Il s'avère que Smara est apparu après que le vieux Schnock les a envoyés par le portail, et avec son aide, ils ont pu continuer à se battre. Alors que Smara commence à confesser son amour pour le vieux détraqué, les filles s'enquièrent de leur nation, et Alabaster dit qu'elles sont toutes intactes. Cependant, le roi de l'abîme ne semble pas prêt de s'arrêter, ils doivent donc trouver un moyen de l'en empêcher. Satou s'inquiète à nouveau, mais Alabaster l'assure qu'ils vont gagner. Bien plus tard, ils retournent au pays de Ymé, et dès qu'ils atterrissent, une fille accourt pour demander à Satou s'ils peuvent enfin arrêter de se cacher. Après avoir rassuré la petite fille, Satou et les filles demandent à Alabaster comment ils vont gagner puisque les 5 anneaux n'ont manifestement pas suffi à arrêter le roi de l'abîme et ses anneaux sombres. Alabaster dit alors qu'il n'avait même jamais entendu parler des anneaux sombres avant toutes ces récentes attaques. Quant à son plan de génie, elles doivent juste aimer Satou encore plus et rendre les anneaux plus puissants avant qu'il n'affronte à nouveau le roi des abysses. Des heures plus tard, une servante conduit Satou à sa chambre pour qu'il se repose, mais toutes les princesses sont là aussi, l'attendant pour passer aux choses sérieuses. Au début, Satou panique parce qu'il ne l'a même pas encore fait avec Ymé, mais ensuite Saphir commence à se disputer avec Granat. Ça soulage Satou car il pourrait bien survivre à la nuit avec son engin intact. Le lendemain, il retrouve Ymé pour passer du temps ensemble, mais elle a prévu autre chose. Après avoir décidé de parler de sa famille, elle emmène Satou voir les tombes de ses parents. Elle essaie ensuite de lui parler de sa sœur, mais Alabaster arrive avec des nouvelles. Il a apparemment trouvé une puissante magicienne pour l'entraîner, et c'est une maman sexy nommée Ravri, qui se trouve aussi être la petite sœur de Ymé. Pensez-vous que Satou se concentrera sur l'entraînement malgré toutes ces beautés qui réclament ses faveurs? Dites en commentaire quelle princesse vous préférez, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.